Écoutez, on va commencer. Bonjour et bienvenue à tous. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Rémi Kamal et je suis la responsable régionale du Québec chez Cancer de l'Ovaire Canada et je serai votre modératrice aujourd'hui. Donc, les nombreuses personnes qui se joignent à nous aujourd'hui habitent et travaillent sur l'île de la Tortue et sur l'île de la Tortue, un territoire que nous appelons aujourd'hui le Canada. Nous reconnaissons et respectons le fait qu'il s'agit du territoire traditionnel de plusieurs communautés des Premières Nations, Inuits et Métis. Nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour favoriser la prestation de soins culturellement sécuritaires pour toutes les personnes touchées par le cancer de l'ovaire et à profiter de notre position privilégiée en tant qu'organisme de bienfaisance pour répondre aux appels à l'action présentés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Donc, avant de commencer, juste quelques précisions d'ordre un petit peu plus administratif. Donc, évidemment, on vous encourage à utiliser le chat tout au long de la présentation. Si jamais vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à utiliser cette fonction. Je vais garder un œil sur le chat tout au long de la présentation c'est ça. Donc, on va tenter de répondre à vos questions soit durant la présentation ou à la toute fin de la présentation. Aussi, puisqu'on est un plus petit groupe aujourd'hui, je vous invite, si jamais vous avez des commentaires ou des partages que vous voulez nous faire, vous pouvez toujours activer votre micro. C'est ça, pour cette formule-là, malheureusement, on ne peut pas activer la caméra, mais votre micro est disponible et accessible. Donc, si jamais vous voulez nous partager quelque chose de vive voix, on pourrait avoir une partie peut-être plus discussion à la fin si le temps nous le permet. N'hésitez pas à activer votre micro. Sinon, sans plus tarder, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter Mélina Ladouceur. Donc, Mélina est une travailleuse sociale et thérapeute. Elle a passé la majorité de sa carrière à travailler dans les domaines d'oncologie, de la gestion de l'anxiété et du deuil, tant auprès des enfants que des adultes. Mélina travaille maintenant comme thérapeute en pratique privée où elle offre des services de counseling principalement aux personnes atteintes du cancer et leurs proches. Elle anime également divers groupes d'entraide et de formation grâce à des partenariats avec divers organismes qui offrent des services d'entraide aux personnes atteintes du cancer. Donc, merci beaucoup, Mélina, d'être avec nous aujourd'hui et sans plus tarder, je te cède la parole. Merci, Ranima. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de parler un petit peu plus par rapport au temps des fêtes quand on fait face au cancer. Comme Ranima a mentionné, je suis travailleuse sociale et thérapeute et la majorité de ma carrière a tombé à travailler avec les gens faisant face au cancer. Alors, avant d'aller en pratique privée, j'ai travaillé pour un peu plus que 10 ans avec la Fondation du cancer de la région d'Ottawa comme travailleuse sociale. Je vais partager mon écran et on va débuter à rentrer dans l'information et ensuite une bonne discussion, j'espère, sur le sujet. Alors, je vais juste partager mon écran pour débuter. Parfait. On voit l'écran bien? Oui, on voit bien l'écran. Parfait. D'accord. Alors, faire face au cancer pendant le temps des fêtes. Parlons un petit peu plus par rapport à ce sujet. Pour l'agenda, on va commencer en vraiment créer un peu un portrait et parler de la réalité de faire face au cancer. Une réalité que vous connaissez tous. Et je vais commencer par partager un petit peu des choses que dans l'expérience que j'ai à travailler auprès des gens quand ils font face à un nouveau diagnostic, c'est quoi les parties les plus difficiles au début de ce parcours. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être le début de votre parcours avec le cancer. Pour d'autres, c'est possible que vous avez complété vos traitements, que vous passez à travers le cancer une deuxième fois. Alors, cette réalité n'est pas nécessairement la réalité de tous celles qui sont ici aujourd'hui, mais pour débuter, je vais parler un petit peu plus de cette réalité quand quelqu'un fait face à un diagnostic pour la première fois. Et on parle là, je vais aussi
éclairer un petit peu et mentionner les autres réalités des gens. Um, la réalité de faire face au cancer, peu importe le stade ou la place dans le parcours que vous êtes. Alors, on va commencer un peu par ça. Ensuite, on va vraiment sauter dans le sujet des temps des fêtes. Puis c'est quoi, qu'est-ce que les gens vivent pendant le temps des fêtes quand ils ont le cancer? Et bien sûr, ça dépend de si c'est un nouveau cancer, si vous êtes en traitement, si vous avez complété vos traitements, mais je vais m'assurer de faire un aperçu de tous ces différents temps et c'est quoi les défis, c'est quoi les situations sociales difficiles, c'est quoi les attentes que les gens ont et la réalité avec la fatigue reliée au cancer et les différentes choses qui peuvent faire que cette année va peut-être être différente des autres. Um, ou encore, c'est pas votre première année ayant le cancer, c'est possible que cette année, que même si vous n'êtes pas en traitement, que cette année a besoin d'être différente pour différentes raisons, que ce soit les attentes que vous avez envers vous-même ou que les attentes que les autres ont envers vous qui ne fonctionnent plus pour vous, ou que ce soit que vous avez changé, les choses qui sont importantes pour vous ont changé. Alors, on va en discuter davantage. On va aussi prendre du temps à parler de prendre soin de vous-même, puis l'importance de prendre soin de soi-même pendant le temps des fêtes et pendant tous les temps dans votre parcours avec le cancer et commencer à explorer plutôt vraiment des stratégies pour gérer le stress et l'anxiété. Vous allez voir à travers la présentation, il va y avoir quelques moments où on va arrêter, il va y avoir un petit peu un sondage avec une question pour voir, pour avoir vos idées par rapport à ce qui vous aide. Et pour finir, on va prendre du temps aussi pour parler des proches aidants, puis un peu la réalité des proches aidants. Bien sûr, c'est une partie, on ne peut pas tout couvrir aujourd'hui en grand détail. Il y a beaucoup plus qu'on pourrait dire sur chacun de ces sujets que quelques minutes, mais on va prendre du temps pour parler des grands points et donner quelques conseils et idées. Alors, débutons en parlant un petit peu plus de faire face au cancer. Alors, avec les gens que j'ai travaillé avec dans ma carrière par rapport au cancer, pour beaucoup de gens, faire face à un nouveau cancer, ça l'amène plein d'émotions très difficiles. Et ces émotions continuent pas seulement au début d'un diagnostic, mais vont venir, et des fois en vagues, des périodes où on les ressent moins et des périodes où on les ressent plus. Alors, si on regarde juste en bas, vous allez voir les émotions écrites sur la diapositive. Et je vais juste prendre un moment pour parler des différentes émotions qui peuvent venir quand vous faisiez face au cancer. Premièrement, le choc. Et le choc, on penserait, serait seulement au début, mais ce n'est pas le cas. Il y a différents moments dans le parcours avec le cancer que ce sentiment de choc peut revenir. Au début, bien sûr, le choc d'apprendre que c'est le cancer, de, de voir l'impact de tout ça sur sa vie et essayer de, de faire du sens de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça peut pas être, ça peut pas être le cancer, ça peut pas être que maintenant je dois arrêter de travailler, que maintenant je commence les traitements, comment est-ce que je m'ai rendue ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est beaucoup au début, mais aux différentes périodes dans le parcours avec le cancer, le choc peut revenir d'avoir différentes informations et des fois, même dans des bonnes situations, comme apprendre que le cancer est parti, que après différents tests que les docteurs disent, en fait, le cancer est traité, le cancer n'est plus là. Il y a toujours le choc, même avec des bonnes nouvelles de comment est-ce que ça peut être, est-ce que c'est vraiment réel, est-ce que c'est vraiment parti. Il y a plein de différentes choses, questionnements qui peuvent arriver. La tristesse, bien sûr, de faire face au cancer, de voir l'impact de ça sur sa vie et les sentiments de deuil. Le deuil de, par exemple, l'impact, toutes les choses qui ont changé.
Pas travailler pour ceux qui aiment vraiment qu'est-ce qu'ils font comme emploi. Être maintenant sur un arrêt de travail, il y a un deuil avec ça. Um, le deuil, bien sûr, de la vie avant et maintenant aller à travers le cancer, les traitements, toutes ces choses-là. La deuil de manquer peut-être d'aller, de sortir avec les amis, d'être moins, d'avoir pas à penser à l'impact de tout sur le système immunitaire. La peur et l'anxiété, quelque chose qui est très commun autant au début qu'après. Beaucoup de gens vivent avec la peur de récurrence, la peur de récidive, la peur de est-ce que ça va revenir? Ou la peur pour ceux qui ont un cancer qui va revenir, qui savent que ça va revenir, la peur de la progression du cancer. Alors, cette anxiété peut être quelque chose que vous vivez avec, qui est très difficile. Puis, beaucoup des outils qu'on va parler de peut aider avec l'anxiété. La colère, que ce soit la colère envers les docteurs, l'hôpital, si vous avez eu des expériences difficiles, ou la colère envers la famille, les gens alentour de soi. Quand on est sous un grand stress, on ressent beaucoup plus de colère, de frustration, on est plus irritable. C'est très commun d'avoir ces émotions. Pour ceux qui ont une foi en particulier, il peut y avoir une colère vers Dieu ou vers quelque chose dans le realm religieux ou spirituel. Et l'espoir, il peut y avoir les moments, des moments où on ressent, on se sent bien, on entend des nouvelles du docteur qui nous donnent espoir, qui nous aident dans notre parcours. Alors, toutes ces émotions peuvent être ressenties à différents temps. Mais prenons un moment pour parler de la réalité de faire face à un nouveau diagnostic et ensuite parlons un petit peu plus de la réalité après. Alors, en faisant face à un nouveau diagnostic, ça peut amener beaucoup d'émotions, de questionnements et d'inquiétudes. Et c'est pas seulement la personne qui fait face au cancer eux-mêmes qui ressent ça. C'est toute la famille, c'est ton réseau, c'est tes amis qui sont inquiets pour toi, c'est un époux ou une épouse qui est préoccupé par rapport à ce qui va arriver. Tes enfants, tes parents, tous les gens dans ton réseau, le cancer impacte toute la famille. Et plusieurs changements et défis suivent un diagnostic. Il y a la période d'attente. La période d'attente qui est tellement difficile, que tu reçois la nouvelle, tu sais c'est le cancer, mais là, tu ne sais pas c'est quel stade, tu ne sais pas c'est quoi les traitements, tu dois attendre quelques semaines à rencontrer un oncologue. C'est une période très difficile parce que, bien sûr, c'est la période où le cerveau commence à penser à plein de différentes choses et commence à imaginer. Sans de l'information, on imagine. Um, il y a le partage d'informations avec la famille, le réseau, alors avoir à annoncer aux gens alentour de toi que c'est le cancer, l'arrêt de travail, ensuite les traitements débutent, tous les papiers à remplir pour le côté financier, avec l'assurance, les effets secondaires des traitements qui viennent. Et ce nouveau monde que vous essayez de naviguer, que vous connaissez peut-être pas. Alors, aller à tous ces rendez-vous, apprendre tous ces nouveaux termes par rapport au cancer, au traitement. Il y a beaucoup d'informations, un bombardement d'informations. Et tout ça en faisant face à l'incertitude concernant la maladie puis le chemin à parcourir. Alors, c'est beaucoup. Et pour ceux qui ont fini leur traitement, on pense on pense des fois, les gens parlent souvent pas de qu'est-ce que c'est la réalité après, mais c'est pas faire face au cancer, ça veut pas dire que quand les traitements finissent, que la guérison est complètement finie. Ça prend pour certains gens plus long à récupérer du cancer que ça prend pour être traité pour le cancer. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que il y a tout, il y a tout l'aspect émotionnel de voir qu'est-ce qu'on a passé à travers, qu'est-ce que la personne a passé à travers, essayer de faire du sens de ça et essayer de
d'apprendre qui est-ce que je suis maintenant après avoir passé à travers ça et comment est-ce que je vis ma vie parce que les effets secondaires peuvent suivre. Et bien sûr, beaucoup des effets secondaires ne sont pas à long terme, mais ça ne veut pas dire que la minute des traitements finit, que les effets secondaires finissent. Alors, la fatigue reliée au cancer peut continuer, par exemple. Um, et il y a un retour au travail, il y a tout cet ajustement, il y a la peur de récurrence. Alors, tout ça pour dire, il y a des choses qui sont très difficiles que vous faisiez face lors de le début d'un diagnostic, pendant les traitements et à la suite. Et c'est pas facile. Alors, le temps des fêtes, qu'est-ce que les gens nous disent? Alors, lors des traitements, les fêtes peuvent sembler différentes. Puis, parlons de différentes réalités. Parlons de quand vous avez juste reçu votre diagnostic ou vous êtes en traitement. Et parlons de la réalité de où vous avez fini vos traitements, peut-être ça fait quelques mois, peut-être ça fait quelques années, mais le temps des fêtes, ça peut amener des difficultés. Alors, parlons de ça aussi. Alors, si on débute par parler d'un nouveau diagnostic et à être en traitement, pour débuter, si vous êtes en traitement, vous allez peut-être être confronté avec les certitudes de comment est-ce que je vais réagir à un nouveau traitement que je viens juste de débuter, par exemple, ou est-ce que ma dernière chimiothérapie a été très difficile, puis j'ai une chimiothérapie, disons, une semaine avant le temps des fêtes. Comment est-ce que ça va m'impacter? Il y a beaucoup d'inconnus. Il y a aussi les effets secondaires, la fatigue reliée au cancer, puis aussi le trouble cognitif relié au cancer. Alors, pour ceux qui sont pas familiers avec, pour certaines personnes, pendant leur traitement, et des fois un petit peu à la suite aussi, il peut y avoir plus de difficultés avec la mémoire, la concentration, l'habilité de faire plusieurs tâches en même temps. Les gens connaissent ça des fois par le terme chemophage, alors un fog pendant la chimiothérapie. Mais ça peut aussi être avec la radiation, une chirurgie, ça peut venir avec d'autres traitements aussi, pas seulement la chimiothérapie. Pendant le temps des fêtes, si vous allez à des événements et comme mentionné, c'est un nouveau diagnostic, vous êtes en traitement, il se peut que vous voyez des membres de votre famille et des amis que vous n'avez pas vus depuis votre diagnostic. Et ça peut être très difficile parce que les gens peuvent avoir beaucoup de questions, les gens peuvent faire différents commentaires et dans quelques diapositives, on va parler un petit peu plus de comment naviguer la difficulté avec les questions et les commentaires qui, des fois, peuvent blesser ou peuvent être difficiles. Il se peut aussi que, disons, vous êtes en traitement et vous avez perdu vos cheveux. Il se peut que votre apparence a changé et que vous êtes toujours en train de vous habituer, vous ajuster et vivre le deuil de ces changements. Et c'est pas facile de voir les gens, la famille pour la première fois, la famille plus étendue, par exemple. Si le diagnostic est très récent, ça peut changer les choses aussi. Alors, si vous venez tout juste d'apprendre par rapport au diagnostic, c'est possible que vous êtes dans cette période d'attente et que les cliniques sont fermées pendant le temps des fêtes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que non seulement est-ce que c'est un temps difficile, mais vous avez peut-être pas d'informations, de réponses par rapport à le stade du cancer, à les prochaines étapes par rapport au traitement, à quoi vous attendre dans les mois à suivre. Alors, très difficile d'aller dans le temps des fêtes, un temps qui est souvent joyeux, que vous voulez profiter de le temps avec la famille, le temps de pause du travail, mais aller dans ça sans avoir de l'information par rapport au diagnostic, ça peut être très difficile. Si vous avez débuté vos traitements, juste pour revenir à ça pour un moment, il est conseillé de parler à votre équipe de santé par rapport aux événements du temps des fêtes. Et est-ce que ça serait judicieux d'y être ou de ne pas y être à cause de l'impact sur votre système immunitaire? Alors, toujours une bonne question à poser si vous êtes en traitement, juste pour comprendre
comprendre les risques et voir qu'est-ce que vous êtes confortable avec, qu'est-ce que votre équipe médicale vous conseille. Si vous ne pouvez pas être à des événements pendant le temps des fêtes, disons, par exemple, vous êtes dans le milieu de vos traitements et vous rendez malade plus avec votre système immunitaire. Et voici quelques idées au bas de choses que vous pouvez faire. Alors, par exemple, peut-être votre époux ou épouse peut vous faire un bon déjeuner au lit pendant le temps des fêtes avec plein de différentes choses que vous aimez. C'est peut-être un temps avec votre famille à lire plus de livres ou regarder avoir des soirées de films du temps des fêtes. Peut-être si vous avez une recette préférée et si vous n'êtes pas en mesure de cuisiner présentement à cause des nausées ou des différents effets secondaires. Peut-être que votre époux ou épouse, ou si vous n'avez pas d'époux ou épouse, quelqu'un proche de vous peut faire votre recette préférée ou ramasser vos traites préférées que vous aimez pendant le temps des fêtes. C'est peut-être aussi un temps de penser à des nouvelles traditions. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre famille cette année si vous n'êtes pas capable d'aller aux événements que vous allez habituellement? Est-ce qu'il y a une façon que ces événements, peut-être vous pouvez participer par vidéo, peut-être il y a façon d'amener l'événement à vous d'une façon ou d'une autre si vous n'êtes pas capable d'accueillir la visite, peut-être avoir quelque chose que les gens amènent chez vous, que, disons, tout le monde fait un gâteau au pain d'épices. Disons que votre famille a une tradition de construire des maisons en pain d'épices. Est-ce qu'il pourrait vous donner une maison en pain d'épices et vous pouvez le faire à la maison au lieu? Et c'est un concours, toujours y participer, mais de façon virtuelle. Est-ce qu'il y a des façons créatives que vous pouvez toujours vous sentir impliqué? On va faire une autre diapositive, puis après, on va regarder, après celle-ci, à parler des choses avec les temps des fêtes qui vous inquiètent. Alors, si je regarde, on va le Oui. faire à la fin de cette diapositive. OK, Mélina, tu voulais que je lance le sondage après cette diapo? Oui, après, Oui, j'ai juste c'est ça. réalisé, j'étais pour le faire avant, puis j'avais oublié. Alors, juste après cette diapositive, Il n'y a pas de problème. je vais faire, d'accord. Alors, parlons de la réalité de le temps des fêtes quand vous avez complété vos traitements. Alors, la vie après. Alors, suite au traitement, comme j'ai mentionné, les effets secondaires peuvent persister. Alors, peut-être que vous êtes confronté avec la fatigue et les troubles cognitifs reliés au cancer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est peut-être que vous n'avez pas l'énergie de faire toutes les activités que vous faisiez avant, de préparer toutes les cartes de Noël. Et même si vous n'êtes plus en traitement, peut-être l'énergie à faire toutes ces choses, votre énergie n'est peut-être pas le même que c'était. Et à cause du trouble cognitif, peut-être que c'est plus difficile de souvenir des noms des gens. Peut-être que c'est plus difficile à avoir l'attention pour les différentes choses que vous faisiez. Vous êtes aussi peut-être dans une période que vous essayez de figurer la vie après le cancer. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi? Qui est-ce que je suis maintenant? Pour certaines personnes, pas pour tout, mais pour certaines personnes, il peut y avoir vraiment une réorganisation de sa vie et de ses priorités suite au cancer. Alors, ça peut peut-être surprendre certaines personnes que peut-être pour vous, toutes les choses que vous faisiez avant, pendant le temps des fêtes, que vous disiez, ben, cette année, je veux plus. Je veux plus faire toutes ces choses-là. Peut-être, je veux faire quelques affaires, mais ça, puis ça, peut-être, c'est pas qu'est-ce qui est important pour moi maintenant. Ou peut-être, avant, vous faisiez pas beaucoup pendant le temps des fêtes, vous vous trouvez à travailler beaucoup et maintenant, la priorité, c'est devenu la famille. Vous voulez faire beaucoup plus de choses que vous faisiez. Alors, les réalités peuvent être très différentes. Um, si vous allez à des événements de famille, c'est possible que votre famille, vos amis font des commentaires pour vous dire que vous apparaissez bien et que tout est rentré dans l'ordre, ce qui n'est peut-être pas du tout ce que vous ressentez.
les gens ont tendance souvent à faire des commentaires parce qu'ils veulent que vous allez mieux, mais ils ne peuvent pas toujours voir cette fatigue intense que vous ressentez. Ils ne peuvent pas toujours voir l'anxiété, la douleur chronique, différentes choses que vous vivez potentiellement avec, dépendamment de votre situation. Alors ça peut être difficile. Puis les petites choses pour lesquelles les gens s'agitent peuvent sembler insignifiantes. Alors peut-être maintenant, les gens se stressent par rapport à quelque chose pendant le temps des fêtes et vous pensez c'est ridicule, comme il y a tellement de choses plus inquiétantes dans la vie que ça. Alors, si vous ressentez plus d'irritabilité par rapport à ça, c'est assez normal que ça peut arriver. Et vous pouvez avoir une dernière chose ici, que une des choses qui peut compliquer les choses, c'est qu'après le cancer, pour certains, il y a différentes attentes que vous avez envers vous-même. Peut-être que vous êtes capable d'avoir des attentes plus réalistes, mais c'est aussi possible que votre famille, les personnes alentour de vous, ont toujours les mêmes attentes envers vous et c'est possible que vous avez les mêmes attentes envers vous-même. Et ça peut être difficile si vous avez beaucoup plus de fatigue maintenant. Alors, c'est là que ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Puis là, ça prend à regarder, est-ce que mes attentes sont vraiment réalistes si je regarde l'énergie que j'ai? Alors, je vais juste inviter, je vais arrêter de partager mon écran pour un moment et je vais juste inviter Rémina à partager une question pour le groupe. Alors, quelles sont vos plus grandes préoccupations avec l'arrivée des fêtes? Alors, je vous encourage à juste prendre un moment et choisir une réponse parmi ceux que vous voyez. Puis on peut, juste pour avoir un peu une idée de c'est quoi vos inquiétudes. D'accord, alors je commence à avoir des réponses. On va prendre juste quelques autres secondes au cas qu'il y a quelques autres personnes qui voulaient y répondre. Alors, jusqu'à présent, le plus gros, c'est la gestion du stress et des émotions qu'on voit pour les participants ici aujourd'hui. Ensuite, les attentes envers vous-même pendant le temps des fêtes. Et après, on a recevoir la famille puis la gestion de la fatigue. D'accord, merci pour partager. Alors, retournons dans les diapositives pour qu'on peut vraiment continuer de parler des attentes, qui est la prochaine chose. Et bien sûr, on va parler des autres points aussi, surtout la gestion du stress. Alors, merci pour y répondre. Je vais revenir aux diapositives à nouveau. D'accord. Alors, si on continue, les défis et les situations sociales. Alors, pendant le temps des fêtes, il y a souvent plusieurs attentes, soit les attentes de la famille envers vous ou les attentes que vous avez envers vous-même. C'est possible que cette année, ce n'est pas possible d'être aux événements ou du temps des fêtes, alors c'est un autre défi. Pour certains, ceci peut amener de la tristesse et créer une nouvelle association difficile avec le temps des fêtes. Et un autre défi, si vous allez assister à des événements, c'est possible que les personnes proches de vous vous posent des questions face au cancer et font des commentaires, autant ceux qui font du bien et ceux qui sont plus difficiles à gérer. Alors, parlons de ces trois défis. Premièrement, comme les gens ont indiqué, un des inquiétudes, c'est les attentes envers vous-même. Il y a beaucoup de choses qui font que vous avez ces attentes. Premièrement, c'est une habitude. C'est une habitude. Chaque année, vous avez des attentes envers vous-même pendant le temps des fêtes. Peut-être que vous avez une liste de choses et chaque année, vous vous assurez, OK, j'ai besoin de faire ça ici et c'est une habitude. C'est quelque chose que vous avez fait chaque année et qui est ancré dans vous, dans qu'est-ce que vous faisiez pendant le temps des fêtes. Il y a aussi la façon les croyances qu'on a envers nous-mêmes. Alors, par exemple, peut-être que vous croyez,
si je le fais pas, personne dans la famille va le faire. Alors, si c'est le cas, est-ce qu'il y a une façon de peut-être explorer avec votre famille une distribution des tâches? Est-ce que quelqu'un peut s'assurer s'il y a quelque chose d'important ou quelques tâches importantes que vous ne pouvez pas prendre cette année ou que vous ne voulez pas prendre cette année parce que vous voulez avoir un meilleur talent, que quelqu'un d'autre dans la famille peut prendre pour vous? Les autres attentes, bien sûr, peut-être que vous croyez que si je ne le fais pas, je ne suis pas une bonne mère, ou je ne suis pas une bonne amie ou une bonne épouse. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai? Si, alors, de regarder si je fais pas ça, est-ce que ça veut vraiment dire ça? Comment est-ce que les messages qu'on se donne vous impactent? Les messages que vous vous donnez. Ces choses peuvent être ancrées depuis très longtemps, mais ça peut aider de regarder puis d'explorer c'est quoi les choses que je me dis, puis comment est-ce que ça impacte mes actions. Puis est-ce que je suis dans un cercle vicieux que je me dis ça chaque année, puis je prends trop sur mes épaules et là, je suis complètement épuisée. Puis est-ce que cette année, vous voulez répéter ce cercle vicieux? Comment vous en sortir? Premièrement, si vous regardez le premier point à la droite, prioriser. Si vous pouvez seulement choisir une ou deux choses à faire pendant le temps des fêtes, qu'est-ce qui serait le plus important pour vous? Alors, est-ce que ça pourrait vous aider de prioriser et de regarder, même si vous pensez accomplir tout sur la liste, pouvez-vous prioriser et commencer avec ceux qui sont le plus importants. Cette façon, si vous manquez le temps de toutes les accomplir, vous avez fait ceux qui sont le plus importants pour vous. Est-ce que c'est possible aussi de regarder à c'est quoi les événements ou les choses que vous avez vraiment pas besoin, que vous pouvez laisser aller? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec votre famille? Est-ce que c'est important pour eux? Est-ce que si c'est important pour eux, si tout est important pour vous puis pour votre famille, peut-être ça vaut de s'asseoir ensemble puis de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ou qu'est-ce qu'on va faire cette année parce que c'est trop. C'est trop à accomplir toutes ces choses. Alors, les attentes que vous avez envers vous-même, euh, comme mentionné, c'est impacté par différentes choses. Vous pouvez adresser avec votre famille les attentes qu'ils ont envers vous et d'être réaliste, de partager avec eux la fatigue que vous avez, les choses que vous avez réalisées par rapport à vous-même et les habitudes que vous essayez de changer. Pour changer les attentes, les pensées que vous avez envers vous-même, vous pouvez vraiment bénéficier d'essayer de vous rappeler pourquoi est-ce que vous choisissez de ne pas faire ces choses. Par exemple, je choisis cette année de ne pas faire telle et telle chose parce que je préfère avoir du temps de qualité avec ma famille où j'ai pas des tâches, plus de tâches à accomplir. Je veux vraiment bénéficier du temps ensemble au lieu de cocher des choses sur une liste. Ça peut aussi vous aider de parler à un thérapeute si vous êtes vraiment pris avec certaines pensées qui vous arrêtent de faire ces changements. Si on regarde aux autres points, alors pour le deuxième défi, qui est la tristesse que ça peut créer avec les nouvelles associations, le fait que vous ne pouvez peut-être pas assister à tous les événements, soyez créatif, créative. Comment pouvez-vous amener le temps des fêtes chez vous si vous ne pouvez pas assister aux événements? Alors, essayez d'être créatif avec votre famille et de penser qu'est-ce qui vous ferait du bien. Puis est-ce que la façon d'amener ces choses cette année quand même si vous ne pouvez pas sortir. Et pour le troisième point si vous allez aux événements, la famille, les gens vont avoir des questions pour vous. Ils vont peut-être faire des commentaires que vous ne voulez pas entendre. Ça peut vous aider à penser à l'avance de c'est quoi les questions, les commentaires qu'ils pourraient faire. Par exemple, si vous savez que les gens vous demandent toujours par rapport au traitement et que vous trouvez ça difficile à en parler, comment pouvez-vous répondre?
planifier à l'avance qu'est-ce que vous allez dire peut vraiment être utile pour que vous n'avez pas le stress d'être dans la situation et de ne pas savoir comment vous allez y répondre. Parlons de dire non avec élégance. Alors, avoir des limites et dire aux gens non, des fois, pour certaines choses. Il est difficile de mettre des limites en place avec les autres. Et il y a plusieurs raisons pour ça. La culpabilité qu'on ressent quand on dit non, les attentes qu'on a envers nous-mêmes et que les autres ont envers nous, nos croyances par rapport à nous-mêmes, que si je dis non, je suis méchante, si je dis non, je vais blesser les autres. Et aussi le fait qu'on ne sait pas comment le dire. Alors, bien sûr, on n'a pas le temps de parler de tout ça au profond parce que je veux sauver beaucoup de temps pour parler de la gestion du stress et des émotions qui est important pour les gens et le temps nous passe vite. Alors, je vais juste commencer par vous donner quelques exemples des façons de dire non avec élégance. Quelques exemples. Un pourrait être de dire aux gens quelque chose comme malheureusement, c'est pas quelque chose que je peux faire, mais voici qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Alors, de tourner ça sur un positif, de dire non, malheureusement, je suis pas capable de vous amener pour chercher l'arbre de Noël, mais ça me ferait plaisir de vous amener telle et telle chose pour votre arbre. Alors, trouver des façons de commencer en disant qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, mais après dire qu'est-ce que vous pouvez faire. Une autre façon, c'est de dire malheureusement, ce n'est pas quelque chose que je peux faire cette année, mais est-ce que vous avez pensé à demander à telle et telle personne? Alors, de leur donner une suggestion. Ou avez-vous pensé d'utiliser tel et tel service pour vous aider? Une autre façon de dire non, c'est de dire de dire plutôt j'ai beaucoup de fatigue ou j'ai des choses qui me préviennent, mais voici comment je peux aider. Alors, au lieu de dire malheureusement, je ne peux pas, de dire voici qu'est-ce que je peux faire. Et de commencer avec le positif, puis de tourner ça sur un positif. Une autre façon, c'est de dire, bien, présentement, j'ai telle et telle chose sur mon assiette que je suis en train de faire pour le temps des fêtes. Disons, c'est votre famille vous dit, est-ce que tu peux faire ça? De dire, bien, je suis en train de prioriser ça. Qu'est-ce qui est plus important? Pour que la personne comprenne que vous ne pouvez pas faire peut-être les deux, mais ils peuvent vous indiquer quel qui pense qu'ils voudraient prioriser. Alors, parlons de prendre soin de soi-même. Je vais arrêter de partager mon écran pour un moment. Et Renuma a une autre question qu'elle va mettre sur l'écran. Merci, Renuma, pour vous inviter à répondre. Et pour cette question, qu'est-ce qu'on aimerait savoir? C'est un petit peu plus par rapport à qu'est-ce qui vous aide avec la gestion de votre stress. Alors, qu'est-ce qui vous aide le plus pour gérer votre stress? Vous allez voir des différentes réponses. Si vous pouvez en choisir un, et ça peut commencer avec une discussion à gérer le stress pendant le temps des fêtes. D'accord, je vois des réponses qui commencent à apparaître sur l'écran. On a 3 personnes qui ont mentionné le yoga et la méditation. Excellent. Je vois quelqu'un qui a mis l'exercice et le sport ou l'art. Les techniques pour questionner et prendre un peu de distance de ses pensées. Excellent. Alors, des très bonnes idées. En parler avec la famille, les amis, le counseling, la thérapie. Je vais prendre quelques autres secondes au cas qu'il y en a toujours qui choisit parmi les choix. Excellent, merci pour répondre. Oh, je vois un dernier qui a été ajouté. Me rappeler des choses que je peux contrôler. Très bien. Bien sûr. Merci. Je vais juste revenir à l'écran. Vous avez tellement des bonnes idées, des bonnes choses, je veux dire, que vous faisiez pour vous-même en faisant ces choses. C'est toutes des très, très bonnes techniques.
Et je vous invite plus tard dans la discussion, c'est possible qu'il y a parmi ces réponses, il y a des choses que vous n'avez pas vues que vous faisiez. Alors, pendant la discussion, dans une dizaine de minutes, je vous invite aussi à partager d'autres idées de choses que vous faisiez pour gérer votre stress qui n'étaient peut-être pas parmi la liste, parce que c'est toujours bien à partager ces idées avec les gens pour les aider. Alors, si on commence en parlant de façon très globale de prendre soin de soi-même, ça commence en planter les graines. Qu'est-ce que je veux dire par ça? En anglais, on a un acronyme qui est SEED, qui est Sleep, Exercise, Eating Well et Drink Water. Alors, en français, on n'a pas exactement le même acronyme, mais c'est vraiment la base. C'est vraiment les graines qu'on met dans le sol pour prendre soin de soi-même. Alors, ça, c'est les premières choses qu'on arrête de faire quand on vit beaucoup de stress, puis quand on a des émotions très difficiles. On dort moins bien, on mange moins bien, on boit moins d'eau, puis on fait moins d'exercice. Alors, si vous étiez à commencer quelque part, si vous faisiez peut-être pas autant pour prendre soin de vous-même, ces jours-ci, c'est une bonne place à commencer. Faire des choses pour, si tu peux dormir mieux, si tu peux ajouter un petit peu d'exercice dans ta routine, même si une marche dehors pour 5-10 minutes, mieux manger, boire de l'eau, vous assurer que vous n'êtes pas déhydraté. C'est des choses de base qui vont commencer à aider avec votre stress. Alors, si vous ne faisiez pas ces choses-là, c'est une bonne place à débuter. Non, je m'excuse d'interrompre. Il y a Martine qui a levé sa main. Je ne Oui, sais pas si elle a accroché le bouton. Peut-être, Martine, est-ce que tu veux mettre ton micro pour nous partager ou nous poser une question? Ou dans le chat, comme tu veux. oui, Martine. Martine, est-ce que tu es là? Ou peut-être elle a accroché la fonction. Pas de problème, pas de problème. Martine, Désolée. à n'importe quel point, si tu nous entends et tu veux, je vais continuer alors, mais vous pouvez juste nous laisser savoir si tu aimerais Ah, demander une elle nous question. a dit qu'elle a accroché la fonction. Ah, Désolée. d'accord, pas de problème. Merci. Parfait. Alors, continuons. Stratégie pour gérer les émotions et le stress. Premièrement, faites ce qui vous fait du bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est très large, oui. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est les petites choses qui vous amènent de la joie. Si passer du temps avec les amis te fait vraiment du bien, fais-les plus, si tu peux. Et si tu es en traitement puis tu n'es pas capable autant, assure-toi de parler avec tes amis, de faire des vidéos, de connecter de différentes façons. Si qu'est-ce qui me fait du bien, c'est faire de l'art, fais de l'art. Si c'est de vous traiter un café que vous aimez vraiment, faites plus de ça. Alors, c'est un temps à vraiment prendre soin de vous-même et de faire les choses qui vous font du bien. Si les marches en nature vous font du bien, essayez de voir si vous pouvez faire des marches en nature. Puis peut-être ça a de l'air différent si vous êtes en traitement. Mais essayez de ramener les choses dans votre vie, si vous pouvez, qui vous fait du bien. Ou essayez de découvrir des nouvelles choses qui vous font du bien. L'exercice et la méditation. Alors, la raison que je les mets ensemble, sont très différentes, bien sûr, mais la raison que je les mets ensemble, c'est parce que c'est pour parler un petit peu de la recherche, puis de comment l'exercice puis la méditation, c'est deux choses que la recherche nous montre qui aident beaucoup. Alors, quand ça vient à l'exercice, faire de l'exercice, ça donne plein de bonnes choses dans le corps qui fait que tu commences à te sentir mieux. Ça te donne plus d'énergie. Alors, pour ceux qui ont de la fatigue reliée au cancer, si vous avez beaucoup de fatigue, que vous êtes en traitement ou vous avez fini votre traitement, faire de l'exercice, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour vous aider avec votre énergie. Maintenant, bien sûr, vous avez besoin de figurer qu'est-ce qui est trop
trop un montant d'exercice parce que tu ne veux pas t'épuiser encore plus, mais faire un petit peu d'exercice, le bon montant, que ça soit 10 minutes, que ça soit 20 minutes, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas un type d'exercice en particulier qui est mieux, mais ça va aider avec la fatigue si tu trouves le bon montant puis le bon niveau d'exercice pour vous. Et ça a un grand impact sur le stress et sur le bien-être. Alors, faire de l'exercice, même si on regarde aux statistiques, ça peut réduire les symptômes de dépression, les symptômes d'anxiété par un bon montant. Alors, une des meilleurs conseils pour ceux qui vivent beaucoup de stress et d'émotions, c'est de faire de l'exercice si tu peux. La méditation a aussi beaucoup de recherche derrière. Alors, puis quand on parle de méditation, des fois, pour certains, puis méditation peut vouloir dire yoga aussi, n'importe quoi qui t'aide à être conscient. Conscient de ton corps, conscient de tes pensées. Ça peut être du qigong, du tai chi, ça peut être du yoga, ça peut être prendre des marches en nature et peut-être ça, c'est ta méditation. Je sais pour moi, cuisiner, c'est ma méditation. Alors, quand je cuisine, j'essaie d'être vraiment consciente de qu'est-ce que je fais, de la sensation de couper les légumes, qu'est-ce que ça a dans mes mains, à quoi qu'est-ce que je ressens, les senteurs, qu'est-ce que je vois, tout ça. Alors, la méditation, les exercices de pleine conscience, ça l'aide avec les émotions parce que ça t'aide à être plus dans le moment et de voir les pensées qui viennent, de voir les émotions qui viennent, de les reconnaître, de ne pas les ignorer, mais ensuite de revenir au moment présent. Et là, ils vont peut-être réapparaître à nouveau, puis les laisser. C'est pas, des fois, les gens disent, ben, je fais ça pas bien, la méditation, parce que mon cerveau continue à penser. Ça, c'est normal. Ça, c'est qu'est-ce que le cerveau fait. Vous voulez regarder aux pensées puis aux émotions avec curiosité au lieu de jugement. De voir, ah, voilà cette pensée à nouveau, je pense à ça. Peut-être c'est des pensées difficiles, peut-être c'est des émotions difficiles, mais de te permettre de les ressentir, mais ensuite de revenir au moment présent. Remarquer les pensées et les émotions et la manière dont elles conduisent à certains comportements, actions et évitements. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que soyez curieuse. Remarquez qu'est-ce qui arrive. Quand j'ai une certaine pensée difficile, qu'est-ce qui arrive après? Peut-être que j'évite certaines choses à cause de cette pensée. Ou j'ai eu une émotion de tristesse et maintenant je veux rester dans mon lit, je ne veux pas sortir voir les gens. Remarque, qu'est-ce que ça te fait? Quand tu as de la tristesse, par exemple, et tu restes chez toi et tu évites de voir tes amis, c'est quoi l'impact de ça sur toi? Est-ce que ça t'aide? Ou est-ce que ça fait que tu t'ennuies plus, tu es plus stress? Est-ce que c'est un cycle vicieux qui continue? Répondre au lieu de réagir. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je vais parler pour un moment de la concept de la pause de 90 secondes. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il y a une différence entre quand on répond à une pensée ou une émotion et quand on réagit. Réagir, c'est automatique. Disons, j'ai une pensée qui me fait peur. Disons, j'ai une pensée par rapport à mon cancer va récurrer, va revenir. Ça, c'est une pensée très difficile. Puis avec ça, va venir des émotions très difficiles. Puis, qu'est-ce que vous allez faire? C'est avec ces émotions, vous allez probablement vouloir faire quelque chose. Peut-être, je vais juste utiliser le même exemple, juste pour faire ça plus facile, que peut-être vous allez vouloir rester dans votre chambre et rester dans votre lit. Ça, c'est réagir à une pensée puis une émotion. Si on répond à une pensée ou une émotion, comment est-ce qu'on répond? On répond en prenant un moment et de consciemment penser et de réaliser, j'ai cette pensée, j'ai cette émotion, je veux faire ce comportement. Est-ce que c'est un comportement qui va m'aider? Si oui, c'est bon, on prend action. Sinon, on pense à qu'est-ce qui m'aiderait plus?
comment est-ce que je veux répondre à cette pensée puis cette émotion? Parce que je sais que quand je vais dans ma chambre et j'évite les gens, le cycle de tristesse continue. Est-ce que ça me ferait plus de bien, par exemple, à changer la conversation, de reconnaître, oui, j'ai ce sentiment difficile, oui, j'ai cette pensée difficile, mais est-ce que ça me servirait mieux de peut-être jouer avec mes enfants, à faire quelque chose de différent? Alors, ça, c'est la différence. C'est quand tu arrêtes et tu poses la question, est-ce que qu'est-ce que j'ai tendance à vouloir faire maintenant va me servir? Est-ce que je peux faire quelque chose de différent? Je suis consciente du temps, alors je vais passer à travers les autres. Repérer et remettre en question les distorsions de la pensée. Qu'est-ce que je veux dire par ça? J'ai pas trop de temps pour en parler, mais je vais en parler très brièvement. On a toutes des distorsions de pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des fois, on voit les choses en noir et blanc. C'est soit ça ou c'est ça. Alors, c'est soit qu'on cancelle tous les événements du temps des fêtes ou on les fait toutes. Est-ce que c'est vraiment noir ou blanc? Est-ce qu'il y a un juste milieu? Est-ce qu'il y a d'autres options qui existent? Une autre distorsion de pensée, c'est où on pense connaître qu'est-ce que les gens pensent. Alors, d'être un peu une clairvoyante, quelqu'un qui voit à l'avance. Alors, de dire, elle pense telle et telle chose. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. On ne peut pas savoir qu'est-ce que quelqu'un pense. On fait l'assumption, on imagine qu'est-ce qu'on pense cette personne pense. Mais ça, c'est une distorsion de la pensée. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment qu'est-ce que cette personne pense. À stratégie de décrochage. Alors, si on en parle pour un moment, il y a beaucoup de façons de se décrocher de nos pensées. Par exemple, disons que tu as la pensée, mon cancer va revenir. On ne sait pas si le cancer va revenir ou non, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne veut pas se dire mon cancer va définitivement pas revenir parce qu'on ne peut pas savoir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est je remarque que j'ai la pensée que mon cancer va revenir. Ou voici l'histoire que mon cerveau me dit que le cancer va revenir. C'est un peu comme le voir pour qu'est-ce que c'est. Remarquer que c'est une pensée, que c'est pas nécessairement la vérité de qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas. Le moi observateur. J'avais une vidéo, mais malheureusement, il manque un petit peu de temps pour le partager. Les diapositives, bien sûr, vont être disponibles et je peux partager le lien aux vidéos. Mais si tu peux prendre un moment pour juste imaginer un spectacle sur scène. Alors, il y a un spectacle et sur ce spectacle, vous allez à une pièce de théâtre, il y a plusieurs choses sur la scène que votre attention peut aller vers. C'est la même chose dans notre vie de tous les jours. Il y a, disons, vous êtes à un événement de Noël et vous avez une pensée par rapport au cancer. Est-ce que mon cancer va revenir? Ça, c'est une chose dans la scène. C'est quelque chose, bien sûr, on ne peut pas le voir, mais on sait que c'est là. Il y a aussi peut-être les enfants qui jouent. Il y a aussi peut-être la famille qui fait la cuisine. Il y a peut-être ta mère qui est en train de te dire quelque chose en même temps. Il y a plusieurs choses sur la scène qui se passent. Votre attention, bien sûr, va à cette pensée parce qu'elle te fait peur. Mais est-ce que tu peux prendre un petit peu la lumière, le spotlight, si je peux utiliser un terme en anglais pour un moment, et le mettre quelque part d'autre? Puis, par exemple, de revenir à la conversation avec ta mère ou de revenir au repas ou au goûter que tu goûtes et de remarquer la texture, le goût. Puis, oui, peut-être la lumière puis le spotlight va revenir à qu'est-ce que tu penses. Mais est-ce que tu peux le remarquer, l'observer, mais ensuite décider consciemment, je ramène le spotlight là où je veux qu'il soit. La compassion envers soi-même peut aider aussi. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est dans les moments difficiles de le nommer. C'est un moment difficile pour moi aujourd'hui. Je suis en train d'avoir telle et telle pensée. Ça me cause beaucoup de douleur. Et ensuite, de faire quelque chose pour toi-même. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Ou de dire quelque chose de rassurant. Ou de dire quelque chose de confortant qui pourrait te faire du bien.
résoudre des problèmes et agir s'il s'agit de quelque chose que l'on peut contrôler. Bien sûr, ça peut aider. Puis la dernière chose que j'ai pour partager, c'est TIP. Puis TIP, c'est un acronyme, ça veut dire température. Alors, quand notre corps, on ressent des grandes émotions très intenses, on peut aider notre système nerveux avec la température. Mettre les mains sous l'eau froide, prendre quelque chose du congélateur, le mettre en arrière du cou. Qu'est-ce que ça fait? C'est froid, ça réveille le système, bien sûr, mais ça commence à calmer. Il y a de la recherche qui montre, ça commence à calmer ton système nerveux. Puis ça, bien sûr, si l'émotion est 10 sur 10 étant le plus élevé, ça va pas le faire disparaître, mais ça peut réduire l'intensité, peut-être à un 7, peut-être à un 6. Um, alors, température, intense exercice, alors faire de l'exercice intense, pratiquer des techniques de respiration et des exercices de relaxation progressive. Alors, où vous commencez à clencher différentes parties de votre corps, un à la fois, et vous relâchez. Ces choses-là aident à calmer le système nerveux. Dernière chose, conseil pour les proches aidants. Quand quelqu'un que tu aimes passe à travers le cancer, ça peut être difficile à savoir quoi dire. En réalité, il n'y a pas vraiment les bons mots qui existent. C'est vraiment d'être là avec eux, de vous assurer qu'ils se sentent entendus et validés dans leur expérience et que vous leur donnez de l'espace pour en parler. C'est ça que les gens ressentent quand vous êtes vraiment avec vous. Et très important, de ne pas essayer de réparer ou de changer les choses. Souvent, les gens savent que tu ne peux pas changer ça pour eux, mais ils veulent juste que tu sois avec eux. Vous faites face aussi à l'incertitude et les émotions avec ce diagnostic comme proche aidant. En tant qu'aidant, c'est important que vous preniez soin de vous-même aussi. Les gens ont tendance à prendre beaucoup sur leurs épaules et de s'épuiser. Alors, la personne que vous aimez va aussi bénéficier si vous prenez soin de vous-même. Qu'avez-vous besoin pour vous aider à travers cette période? Et qu'est-ce qui est important pour vous pendant cette période du temps des fêtes? Il ne faut pas s'oublier. Comment aider la personne que vous aimez pendant le temps des fêtes? Soyez curieux avec eux sur ce qui compte le plus pour eux. Aidez-les à établir des priorités et à travailler en équipe sur les choses qui comptent. Concentrez-vous sur ce qui leur rapporte de la joie et du réconfort et écoutez et avoir de l'empathie pour ce que cela représente pour eux, les événements du temps des fêtes. Écoutez, soyez avec eux. Alors, on va arrêter là. Mes excuses, on a passé un petit peu plus, ça m'a pris un peu plus longtemps que j'avais planifié, un peu trop de diapositives, j'imagine, mais ouvrons ça aux questions, aux commentaires, aux autres idées par rapport aux stratégies pour gérer le stress qui vous aident. Merci beaucoup, Mélina. Alors oui, j'inviterai les participantes à nous partager vos commentaires, poser des questions. Là, je vois que le temps file, mais je pense que ça pourrait être agréable de prendre quelques minutes pour discuter. Donc, utilisez le chat ou vous pouvez aussi activer votre micro. Est-ce que ça vous donne envie? Ben, je sais que tantôt, Ginette, elle disait qu'elle vivait une période positive. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent une période positive et elles ont hâte aux fêtes? Est-ce qu'au contraire, la période des fêtes vous stresse? Je vais vous laisser quelques instants là, pour celles qui voudraient peut-être nous écrire un commentaire ou un partage. Et s'il n'y a pas de partage, c'est vraiment correct aussi. La présentation était vraiment très complète. Mais c'est ça, je vais vous laisser encore quelques instants euh, au cas où. Ah, on a quelques affaires ici. Oui.
C'est ça, Sylvie, qui mentionne, c'est de trouver un équilibre entre le repos et les rencontres. C'est vrai que ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Oui, oui, bien dit, Sylvie. Oui, c'est important le repos. Puis beaucoup de gens sont très fatigués en toutes ces rencontres. Alors, c'est important d'écouter à ton corps et d'essayer de planifier peut-être des temps de repos entre les choses. Et Guylaine, c'est toujours une période nostalgique où on ne peut pas ignorer nos émotions, mais je pense que tout va bien aller. Oui. C'est important de ne pas ignorer ses émotions, puis de les ressentir, puis de donner permission de les avoir et de savoir que les émotions vont venir, puis quand on les ignore, quand on les pousse de côté, quand on se dit je ne devrais pas penser comme ça, les émotions vont juste revenir plus tard. Comme il faut se donner permission d'avoir des moments difficiles aussi. Effectivement. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que les conseils que Mélina a partagés aujourd'hui sont aussi très valides pour d'autres occasions, pas nécessairement le temps des fêtes. Donc, ça peut être une autre période plus occupé dans vos vies, où vous rencontrez vos familles. Ça peut être l'été, pendant les vacances, où vous recevez peut-être plus de familles chez vous. Donc, ces conseils sont vraiment, je pense, efficaces, ben, pratiques dans d'autres contextes. C'est juste qu'on a souvent tendance à penser aux fêtes parce que c'est vraiment la période, tu sais, que beaucoup de gens ont congé, puis c'est la période où on voit souvent nos proches. Bien sûr. Nathalie, pour moi, cette année, vois, je vais être moins fatiguée. Je vais donc être capable de plus profiter des fêtes. Ça me réjouit. Mais je vais avoir une prise de sang avant les fêtes. Alors, j'ai peur de savoir juste avant les fêtes que le cancer est revenu. Je pense à toi, Nathalie. C'est tellement difficile juste avant les fêtes aussi. Um, alors, bien sûr, c'est normal d'avoir ces pensées-là. Tout le monde les a. Je pense pas que j'ai déjà rencontré quelqu'un qui a pas la peur les résultats, même quand ils vont bien. Alors, oui, c'est difficile que c'est juste avant. Mais je t'envoie des bonnes pensées, puis j'espère que tu peux prendre soin de toi-même pendant cette période. Ginette, merci. Je reverrai la distribution des tâches quand la famille sera à la maison. C'est bon. Oui, bien, Ginette. Alors, je pense que ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Donc, merci à toutes. Oh, on a un dernier commentaire. Oui, Ghislaine, merci beaucoup. C'était très encourageant et très clair pour la gestion du stress. C'est une période très difficile, mais il faut se parler soi-même et essayer d'être toujours positive. J'ai une rencontre à la mi-décembre avec mon médecin pour le résultat de mon scan et ça me rend anxieuse, bien sûr. Oui. Et Nathalie, merci beaucoup pour votre empathie. La présentation est super intéressante. Merci Nathalie. Je vous envoie toutes des bonnes pensées pour les tests, les rencontres que vous avez et aussi pour le temps des fêtes. J'espère que vous puissiez avoir des bons moments. absolument. Donc, merci beaucoup, Mélina, pour cette Merci. présentation remplie de conseils pratiques pour le temps des fêtes. Je réitère ce que Mélina a mentionné. On pense à vous pour celles qui ont des tests ou des scans à passer ou qui sont en attente de résultats. Sachez que c'est normal de vivre cette anxiété-là. On vous envoie des bonnes pensées positives. Et la présentation sera disponible, donc l'enregistrement sera disponible dans les prochains jours. Et sinon, pour celles qui le souhaitent, on pourrait aussi partager la présentation PowerPoint si vous voulez l'avoir sous la main. Sinon, ben, écoutez, on vous souhaite vraiment un joyeux temps des fêtes. On espère que vous allez pouvoir intégrer certains de ces conseils-là pensez à vous, soyez bienveillante et douce envers vous-même. C'est super important. Et donc, c'est ça. Je ne sais pas si Mélina, tu avais peut-être un mot de la fin pour clôturer. Je pense que tu as très bien dit ça, Rénima. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Puis je vous souhaite juste un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup à tous. Bonne journée et encore une fois, un joyeux temps des fêtes à tous. Merci. Au revoir.